Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un moment que beaucoup de candidats vivent, je pense, avec une certaine anxiété. La négociation du télétravail. Beaucoup pensent que c'est une sorte de formalité, un petit détail à régler à la toute fin du processus. Ah oui, l'idée reçue classique. On a passé les entretiens, tout va bien, et on se dit que c'est dans la poche. C'est ça, mais les sources qu'on a analysées, elles, montrent que c'est une erreur de jugement. Une erreur qui peut coûter très, très cher. Absolument. Traiter ça comme un détail, c'est la meilleure façon de se faire recaler ou de commencer sa nouvelle relation de travail sur une mauvaise note, une note de méfiance. C'est un exercice d'équilibriste, en fait. C'est exactement ça. Si on aborde le sujet trop tard, on n'a plus aucun pouvoir de négociation. Mais si on l'aborde trop tôt ou mal, On passe pour la personne qui s'intéresse plus aux avantages qu'au poste lui-même. voilà. Et pourtant, il y a un chiffre qui est frappant, tiré d'un post devenu viral. 73% des entreprises se disent ouvertes au télétravail. Donc le blocage n'est pas un nom de principe. Non, pas du tout. Le blocage, c'est bien plus souvent un malentendu sur la manière dont la demande est présentée et comprise. C'est fou ça. L'ouverture est là, mais la communication, elle, échoue. Du coup, la mission qu'on se donne, c'est vraiment de décortiquer les stratégies pour transformer cette discussion. Pour que ça ne soit plus une demande, mais une véritable proposition de valeur. La promesse, c'est qu'à la fin de notre discussion, négocier le télétravail ne sera plus vu comme une simple requête de confort personnel. Mais comme la co-construction d'un environnement de travail optimal. Exactement. On va voir comment arrêter de parler de ses propres besoins pour commencer à parler des bénéfices pour l'entreprise. C'est le changement de perspective fondamental. Arrêtez de demander, commencez à proposer. D'accord? Alors plongeons là-dedans. Le point de départ, si je comprends bien, c'est que la plupart des candidats se trompent de question. Oui, Le problème, ce n'est pas comment j'obtiens du télétravail, mais plutôt comment je peux convaincre mon futur employeur que me donner de la flexibilité, c'est un investissement dans ma performance. c'est tout à fait ça. Les sources sont très claires là-dessus. Le candidat voit le télétravail comme un avantage, presque un dû post-Covid. Alors que l'entreprise, elle, voit avant tout un risque. Un risque, oui. Et c'est ça, le nœud du problème. Il faut impérativement se mettre dans la tête du recruteur, du manager. Pour eux, surtout avec une nouvelle recrue, le télétravail, ça soulève des questions très légitimes. Lesquels, par exemple? La première, c'est l'intégration et la productivité initiale. Embaucher quelqu'un, c'est un investissement qui est énorme, en temps, en argent. Bien sûr. Comment s'assurer que cette personne, qu'on ne connaît pas encore, va vraiment être performante, autonome et s'imprégner de la culture d'entreprise, depuis son salon? C'est une vraie angoisse pour un manager. J'imagine la scène. Le manager qui se dit « Super, je ne le verrai jamais. Comment je vais savoir s'il travaille vraiment ou s'il regarde une série ?» C'est une caricature, mais la peur de perdre le contrôle, elle, est très réelle. Et la deuxième grande préoccupation, c'est la dynamique d'équipe. La collaboration, la créativité, tout ce qui naît des discussions informelles à la machine à café. La fameuse sérendipité. Voilà, il y a cette crainte que la distance, ça érode le lien social et la cohésion. Ce ne sont pas des objections pour le plaisir, ce sont de vrais enjeux business. Mais en même temps, tu disais que les entreprises y voient des bénéfices. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Elles voient l'accès à un plus grand bassin de talents, la réduction des coûts immobiliers. C'est cette tension entre les peurs et les bénéfices qui crée l'espace pour une vraie négociation. Et c'est dans cet espace que la plupart des candidats s'engouffrent. Souvent de la mauvaise manière. Quelles sont les erreurs les plus classiques que les sources pointent du doigt? Alors la première, c'est l'ultimatum. Le fameux, c'est du télétravail complet au rien. Ah oui, ça passe mal, j'imagine. Sauf si on est une rockstar absolue dans son domaine, c'est souvent un carton rouge direct. Ça renvoie une image de rigidité, de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'adapter. Et la deuxième erreur, c'est celle qui me semble la plus répandue, c'est l'argumentaire purement personnel. Ah, le classique. J'ai besoin de télétravail parce que j'habite loin, ou pour gérer la sortie de l'école. Ces raisons sont 100% valables humainement. Bien sûr, personne ne le conteste, mais dans le cadre d'une négociation pro, elles sont contre-productives. Pourquoi? Parce qu'elles envoient le signal, même involontairement, que la priorité du candidat, ce sont ses contraintes à lui et pas les objectifs de l'entreprise. Mhm. Une source citait un cas assez brutal mais très parlant.
Un candidat avait justifié sa demande par son déménagement. La réponse du recruteur a été glaciale. Nous ne recrutons pas une situation géographique, nous recrutons une compétence. Ouch, ça c'est la douche froide. C'est dur, mais ça illustre parfaitement le décalage de perception. On ne vend pas ses problèmes, on vend des solutions. Et la troisième erreur, j'imagine, c'est le manque de préparation. Demander du télétravail sans avoir la moindre idée de la politique de l'entreprise. C'est ça, arriver les mains dans les poches. Ça montre qu'on n'a pas fait le minimum de recherche et ce manque de professionnalisme peut teinter tout le reste de la candidature. Ok, on a bien vu les pièges à éviter, mais au-delà de ces faux pas, il doit y avoir des stratégies plus fines. C'est quoi le premier de ces fameux angles morts? Et peut-être le plus sous-estimé, c'est le timing. Ce n'est pas un détail, c'est une arme. La plupart des gens se demandent « quand est-ce que je peux en parler ?» Et la réponse c'est Pas au premier entretien, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. « Ah bon? On pourrait se dire que ça fait gagner du temps à tout le monde si les positions sont irréconciliables ?» Peut-être, mais au premier entretien, l'objectif est différent. Il n'est pas de demander, mais de récolter de l'information. C'est une phase d'enquête, de détective. C'est-à-dire? On pose des questions subtiles, ouvertes, sur la culture, comment sont organisées les équipes au quotidien, quels outils vous utilisez pour collaborer, comment est-ce que vous mesurez l'autonomie. On cherche des indices, on prend la température, sans jamais prononcer le mot télétravail. D'accord, donc on joue au détective. Et le bon moment pour aborder le sujet, alors, c'est quand? C'est lors des entretiens suivants. Quand la relation a commencé à se construire, que l'entreprise a déjà investi du temps, qu'elle a montré un intérêt clair, là, le rapport de force est équilibré. On n'est plus un CV parmi tant d'autres. Exactement. On est un candidat sérieux. C'est là qu'on peut commencer à introduire le sujet. Et encore, pas comme une exigence, plutôt en demandant des précisions sur l'organisation concrète du travail. C'est logique. On ne négocie pas avant d'avoir de la valeur aux yeux de l'autre. Ça m'amène au deuxième angle mort, qui est, je crois, le cœur de notre analyse, le renversement de la perspective. C'est là que tout se joue. Comment on formule ça concrètement pour que ça ne sonne pas comme une demande égoïste? Il faut bannir de son vocabulaire la phrase « j'ai besoin de télétravail pour ». On la remplace par « le télétravail me permet d'être plus performant pour vous ». Et voici comment. L'argumentaire doit être un vrai business case. Un exemple? Oui. Une des sources en donne un parfait. Au lieu de dire « j'ai besoin de calme pour me concentrer », on dit « j'ai identifié que dans mes futures missions, il y a des tâches d'analyse profonde. Mon expérience m'a montré que je produis un travail de bien meilleure qualité dans un environnement calme. Avoir la possibilité de travailler de chez moi sur ces tâches me permettrait de vous livrer des analyses plus poussées. » Ah oui, là, la différence est énorme. On ne parle plus de son confort, on parle de la qualité du livrable. On ne parle plus de soi, on parle du résultat pour l'entreprise. C'est ça. C'est presque une offre de service. Engagez-moi et en bonus, je vous propose une configuration de travail qui va augmenter la qualité de ce pourquoi vous me payez. On vend un gain de performance. Et cet argumentaire, évidemment, il doit être adapté au profil. Pour quelqu'un d'expérimenté, c'est le plus simple. On s'appuie sur des preuves. Des chiffres. Des chiffres, des faits. Lors de ma précédente expérience, j'ai mené le projet X entièrement à distance, dans les délais, et nous avons même dépassé les objectifs de 15%. C'est factuel. C'est la preuve par l'exemple. Difficile à contester. Ok, pour un senior, c'est clair, mais comment ça marche pour un junior qui sort d'école et qui n'a pas ce bilan? Pour un profil junior, l'angle est différent. On ne peut pas vendre l'expérience passée, alors on vend le potentiel futur. On met l'accent sur l'aisance avec les outils digitaux, l'autonomie, l'adaptabilité. On peut parler de projets d'école, ce genre de choses. Exactement. On peut mentionner des projets universitaires menés à distance, la maîtrise des plateformes collaboratives. Le message c'est « Je suis un digital native, je suis déjà câblé pour être efficace dans ce mode de travail. Vous n'aurez pas à me former là-dessus. » Malin. On transforme un manque d'expérience en atout culturel. Et pour une personne en reconversion? L'angle est encore différent. La personne en reconversion peut présenter le télétravail comme un accélérateur. Le message devient « moins de temps dans les transports, c'est plus de temps et d'énergie que je peux consacrer à me former sur vos outils, à lire la doc, à maîtriser plus vite mon nouveau poste. » Ça, c'est un argument qui parle à n'importe quel manager. Cette volonté d'être opérationnel le plus vite possible. Exactement. C'est fascinant que voir comment le même objectif peut être atteint par 3 chemins différents. Mais même avec le meilleur argumentaire, il peut rester des craintes. Comment on gère ça? C'est le troisième angle mort, l'anticipation. Il ne faut pas attendre que le recruteur exprime ses peurs, il faut les devancer.
être proactif. Désamorcer. Voilà. Si on sent que l'inquiétude, c'est la communication, on met tout de suite sur la table son expérience avec Slack, Teams, Asana. On peut même proposer de mettre en place des points de reporting clairs. On montre qu'on a déjà pensé au problème et qu'on a des solutions. Ok, on anticipe. Mais imaginons, on a fait tout ça et on sent qu'il y a encore une hésitation, ce dernier mur de la peur. C'est quoi l'arme secrète pour faire tomber cette barrière? L'arme secrète, c'est de proposer soi-même une période d'essai pour le télétravail. Ah oui, C'est incroyablement puissant, parce que ça dérisque complètement la décision pour l'employeur. Une source donne une formulation parfaite. je veux l'entendre. Je comprends tout à fait vos préoccupations concernant l'intégration. C'est une phase cruciale. C'est aussi ma priorité. Que diriez-vous de commencer par une période de 3 mois, entièrement en présentiel? Ça me permettrait de m'imprégner de la culture, de maîtriser les processus et de créer un vrai lien. Ensuite, nous pourrions faire un point et évaluer ensemble la possibilité de passer à un mode hybride. C'est puissant. Ça déplace complètement la discussion. On n'est plus dans une logique de confrontation, mais de résolution de problèmes communs. On dit implicitement « Je vois votre problème, l'intégration, voici ma solution pour le résoudre ». C'est une posture de consultant en fait. On passe d'une posture de demandeur à celle de partenaire. La perception du recruteur change radicalement. On ne vend plus seulement ses compétences, on vend sa maturité professionnelle. C'est une mine d'or, mais c'est beaucoup de choses à gérer pendant un entretien. Est-ce qu'on peut structurer tout ça en une sorte de feuille de route, un plan d'action simple? Absolument. Les sources permettent de distiller ça à un modèle en 4 étapes très claires. Étape 1, l'enquête. Ça, c'est avant même de postuler? Exactement. On fait ses devoirs, on cherche des infos sur la politique de l'entreprise, le site carrière, Glassdoor, les offres d'emploi. L'objectif est de comprendre le terrain. Est-ce qu'on s'adresse à une culture déjà très flexible ou à une forteresse? Logique. On ne prépare pas le même assaut selon le château. Étape 2. Étape 2, l'auto-évaluation. C'est un travail d'introspection. Définir avec une grande clarté ce qu'on veut. Mais surtout, et c'est le plus important, définir ses limites. Le deal breaker. C'est ça. Quel est mon scénario idéal, le full remote? Quel est mon compromis acceptable, un mode hybride? Et quelle est ma ligne rouge? Avoir cette clarté pour soi-même évite de naviguer à vue et de prendre une décision sous pression. D'accord, donc on sait où ils en sont et on sait où on veut aller. Vient le moment de la discussion, c'est l'étape 3. L'étape 3, c'est l'argumentation stratégique. C'est là qu'on construit son business case. On choisit les bons arguments en fonction de son profil, junior, senior, reconversion. On prépare des exemples concrets, on anticipe les objections. On arrive préparé, avec un plan, pas juste avec un souhait. Et enfin, imaginons qu'on obtienne un accord de principe. On se serre la main? C'est fini? Oublie. La formalisation. Un accord oral, c'est bien, mais ça n'a aucune valeur juridique. Il faut que ce soit écrit. Il faut insister, poliment mais fermement, pour que tout soit écrit noir sur blanc, dans le contrat de travail ou un avenant. Le nombre de jours, les conditions, c'est ce qui transforme une conversation en un engagement réel. Ça me fait penser à une sorte de 5e étape non officielle qui se passe après la signature. Les sources en parlent. Oui, et c'est un point crucial. Obtenir l'accord, ce n'est que le début. La vraie victoire, c'est de prouver sur le long terme que c'était la bonne décision pour l'entreprise. Comment on fait ça? Ça implique d'être irréprochable, d'investir dans un bon environnement de travail chez soi, d'être proactif dans la communication, de surcommuniquer même pour maintenir un lien fort avec l'équipe. Il faut devenir l'ambassadeur du succès du télétravail dans l'entreprise. Si on devait synthétiser toute cette approche en une seule grande idée, ce serait quoi, à l'avis? Je dirais que la négociation du télétravail réussi, ce n'est pas une confrontation sur des préférences personnelles, mais une collaboration pour construire les conditions de la performance optimale, pour les deux parties. C'est un changement de paradigme complet. Complètement. Donc au final, la question qu'on devrait se poser n'est plus « comment est-ce que je peux demander du télétravail ?», mais plutôt « comment vais-je démontrer que ma flexibilité est un investissement rentable pour mon futur employeur ?» Le choix est là, subir les politiques ou les co-construire. On ne demande pas une faveur, on propose un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Et pour finir, ça m'amène à une réflexion un peu plus large. Aujourd'hui, on parle du lieu de travail. Mais si on applique cette même approche, basée sur la performance, la confiance, les bénéfices mutuels, quels autres aspects du contrat de travail traditionnel, qu'on croit gravés dans le marbre, pourraient être complètement réinventés demain? La semaine de 4 jours, Les horaires à la carte. les objectifs plutôt que les heures de présence. La question reste ouverte. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur.
J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.